Merci de préférer BB24, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. L'association Jeunesse Initiative Positive initie une centaine de jeunes filles aux activités génératrices de revenus. L'association entend ainsi les aider à résister aux tentations sexuelles afin d'éviter les grossesses précoces. En dehors de l'éducation dans les familles ou à l'école, les jeunes sont de nos jours sous l'emprise des influenceurs des réseaux sociaux. Quel impact ont-ils sur l'éducation des jeunes? On en parle dans un instant. Avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage. Communément appelé archivage numérique, il apparaît comme une solution plus pérenne pour sécuriser les données. Bienvenue dans cette édition. Depuis 2009, les Nations Unies ont proclamé le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires. À l'origine de cette résolution se trouve la République du Kazakhstan, ancienne république membre de l'URSS et indépendante depuis 1991, qui souhaitait commémorer la fermeture du polygone d'essais nucléaires le 29 août 1991. Le but de cette résolution de l'ONU est de sensibiliser à la nécessité d'interdire les essais d'armes nucléaires et travailler à l'édification d'un monde plus sûr. L'ONU espère qu'un jour, toutes les armes nucléaires seront éliminées. Après les vacances, de nombreuses jeunes filles se retrouvent parfois enceintes, mettant ainsi en péril leur avenir. Pour aider les jeunes de Parakou à passer des vacances sans grossesse, l'association Jeunesse Initiative Positive a formé une centaine d'adolescentes de moins de 18 ans à résister aux tentations sexuelles. Elles ont été invitées à l'entrepreneuriat et à mener des activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Ronald Robinson et Judikaël Aïno. La déperdition en milieu scolaire des adolescentes causée par les grossesses, les décès dus aux avortements clandestins, en plus des infections sexuellement transmissibles, tant de conséquences engendrées par une sexualité précoce mal maîtrisée au niveau des jeunes filles. L'association Jeunesse Initiative Positive allume la flamme de l'espoir à travers la tenue du camp Espoir des jeunes filles. Le camp CGF a ainsi permis à l'ONG Agip Bénin et ses partenaires de sensibiliser une centaine de jeunes filles sur les dangers des sexualités précoces, les conséquences des grossesses non désirées, les infections et maladies sexuellement transmissibles, les répressions des violences faites aux femmes et la planification familiale. Les participantes ont aussi été initiées à la fabrication des bonbons au lait d'arachide et de cacahuètes pour leur donner des réflexes d'entreprendre pour gagner de l'argent, surtout pendant les congés et les vacances en plus de leurs études. Je tiens à saluer les conseils avérés et contributions de ma précieuse maman, Madame la vice-présidente Talata. Moi aussi, je veux devenir comme Talata. Moi aussi, je veux devenir comme la directrice de l'ONG. Moi aussi, je veux devenir comme Madame la ministre en charge des affaires sociales. Si vous avez ce souci-là, je crois que vous allez pouvoir vous sortir vos parents et votre pays de la honte. Sachez que aujourd'hui, à travers la formation que vous avez reçue, vous devenez des Amazones parce que vous allez impacter vos milieux. Nous repartons de ce camp plus motivés et engagés que par le passé. Organisation non gouvernementale est à sa 4e édition. MLOS, Biscuit de mer ou encore le général Makosso. Vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs selon leur domaine. Ils éduquent à leur façon des milliers d'internautes. Au Bénin, les jumeaux surnommés Twins Dossou sont les plus suivis dans le domaine de la musique. Comment devient-on influenceur et quel impact ces leaders d'opinion ont-ils sur l'éducation de la jeunesse? Les réponses dans ce reportage de Christelle Djomamou et Sabirat Ao.
Avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres, les influenceurs ont vu le jour. Un influenceur, c'est une personne qui est capable de changer les habitudes d'une personne, qui est capable d'inculquer à d'autres personnes les habitudes que soi-même on a. Tant que tu ne peux pas changer les habitudes de base d'une personne, c'est que tu n'es pas un influenceur. Un influenceur est donc une personne qui a la capacité d'agir sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Mais là-dessus, les avis divergent. Les influenceurs qui vont peut-être m'impacter, c'est ceux qui parlent de leur vie, du développement personnel. Mais ceux qui viennent parler de mode, la façon de s'habiller ou bien des façons de préparer autrement, ça ne me dit rien. Le phénomène de l'influenceur n'apporte rien à la jeunesse. Disons que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ça dépend de la personne qui suit la vidéo. Il peut avoir cela comme impact négatif comme positif. À chacun de prendre ça à sa manière. Si de nombreux jeunes s'identifient facilement aux influenceurs et essaient de les copier, ils occultent parfois la face cachée de la vie sur les réseaux sociaux. Chaque influenceur, à la base, normalement vient avec quelque chose. Il y a les influenceurs mode, musique, comme il a dit. Est-ce qu'ils viennent donner des cours de musique? Est-ce qu'ils viennent faire des critiques sur la musique, faire des critiques sur la mode? Non, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de vulgarité, de sexe, de proxénétisme, de violence même. À travers les réseaux sociaux, tout porte à croire que c'est du jour au lendemain que cela s'est créé. Le jeune, en réalité, pense que c'est aussi facile, qu'il n'y a pas des étapes qu'il faut traverser dans la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ce phénomène d'influenceur une partie où on démontre toutes les étapes franchies pour devenir autonome. Que ce soit des contenus écrits, audio ou vidéo, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité et s'éduquer par ce canal pourrait s'avérer un piège. On reste dans l'univers du numérique pour comprendre le métier d'archiviste à l'ère d'éthique. C'est une nouvelle dimension de l'archivage qui exige la maîtrise des nouvelles technologies. Mais quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Les précisions avec un archiviste documentaliste. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. La Namibie est l'un des rares pays où vivent encore des guépards. Le pays en abrite environ 3500, soit environ la moitié de la population mondiale. Les félins sont menacés par les bergers qui les abattent afin de défendre leur troupeau. Un sanctuaire a trouvé la bonne idée pour les protéger et élever des chiens. Le reportage de France 24. Dans cet immense sanctuaire de 800 hectares tout au nord de la Namibie,
une trentaine de rescapés se réveillent. Good girl. Quand Léa Petersen entre dans l'enclos, tous les guépards savent qu'il est l'heure de manger et de faire un peu de sport. Il faut les maintenir en forme, même ici en captivité. Savannah, c'est celle qui court le plus vite. Donc on a 6 femelles ici, de différents âges. Les vétérinaires et les soigneurs comme Léa essaient de leur offrir ici une vie paisible, loin des mauvais traitements qu'ils ont subis. Savannah et Sacha étaient chez quelqu'un, comme animal de compagnie. Rainbow, on l'a trouvée sur le bord d'une route quand elle était toute petite. Et Marissa, elle a été capturée par un fermier. On l'a eu l'an dernier. Elles ont toutes des parcours différents. Savannah, Sacha et les autres sont des survivantes de leur espèce. En un siècle, la population de guépards a diminué de 90%. En 1900, on en comptait plus de 100 000 dans le monde. Aujourd'hui, il en reste environ 7 000, dont la moitié en Namibie. Les guépards sont vraiment en très grand danger, je pense. Et le problème ici, ce sont les fermiers qui n'arrivent pas à vivre avec eux, alors ils les tuent. Il faut juste qu'on trouve un moyen de cohabiter avec les animaux sauvages. Pour éviter ces confrontations justement entre fermiers et guépards, le sanctuaire a mis en place un programme unique. Il dresse ces petites boules de poils, des bergers d'Anatolie. Ils vont protéger les troupeaux de chèvres et de moutons des attaques de guépards. On met les chiots avec le troupeau dès qu'ils ont 1 mois. Comme ça, on crée un lien entre eux et les chèvres. Une fois adultes, les chiens sont vendus aux fermiers locaux, car les guépards ont peur des chiens et préfèrent les éviter à tout prix. Le centre en a déjà vendu plus de 600 dans tout le pays. L'un d'entre eux vit ici, avec Armas Chanika. Chaque jour, l'éleveur emmène ses chèvres en pleine brousse. Et il le sait, un guépard peut surgir à tout moment. Mais son chien est aujourd'hui devenu son meilleur allié. Le chien m'aide à détecter les prédateurs dans la savane en repérant leur odeur et en les faisant fuir. Grâce à lui, je n'aurai jamais besoin de tuer un guépard. Jamais. Petit à petit, le sanctuaire atteint son objectif, réconcilier les hommes et les animaux sauvages. Mais pour ça, il faut aussi sensibiliser les générations de demain. À l'époque, les gens tiraient à vue sur les guépards parce qu'ils avaient peur pour le bétail. Ces collégiens namibiens ont fait des centaines de kilomètres pour découvrir la vie des guépards. Ici, ils apprennent à ne pas les voir comme une menace. C'est l'une des manières de protéger les guépards et d'éviter qu'ils ne disparaissent. Ils font vraiment un super boulot. La majorité des guépards du centre sont relâchés dans la nature après avoir été soignés. Mais les plus faibles sont condamnés à finir leur vie dans cette prison dorée. Depuis 1991, le sanctuaire a sauvé 300 félins, une goutte d'eau à l'échelle mondiale. L'animal le plus rapide du monde reste plus que jamais menacé d'extinction. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.